pour remercier évidemment les organisateurs et Madame Eret Schmidt qui nous quitte, puisque c'est la raison de ce colloque, et les remercier aussi, ils sont à cette table, de m'avoir fait l'amitié de me proposer d'intervenir. Alors, comme l'a brillamment, à son habitude, rappelé le professeur Dubreuil, en faisant référence dans son titre même à la liberté de la presse, la loi du 29 juillet 1881 a bien sûr posé un cadre indispensable à l'expression de cette liberté pour garantir son respect. Mais la loi a aussi apporté un certain nombre de limites à cette liberté de la presse en prévoyant un certain nombre d'hypothèses infractionnelles. Et comme nous l'a rappelé tout aussi brillamment, sinon plus, le professeur Bassano, le phénomène n'est pas nouveau. Nécessairement, au-delà des nobles considérations libertaires du droit public, l'intérêt du pénaliste, c'est le côté obscur de la matière, l'intérêt du pénaliste se porte sur le dépassement des limites, sur le franchissement de ce cadre, sur le basculement du côté infractionnel. Réunis au sein d'un chapitre spécifique consacré aux crimes et délits commis par voie de presse, ces différentes infractions nous indiquent donc que, comme toute liberté, la liberté d'expression en matière de presse n'est pas absolue. Et l'on retrouve parmi ces exceptions, la diffamation, l'injure, qui sont les deux infractions les plus connues, ou encore certaines hypothèses de provocation. Cette première observation faite, il convient tout de suite de remarquer, avant de pousser plus loin cette étude, que l'intitulé de ce chapitre est trompeur. Les différentes infractions prévues par lui ne sont pas réservées aux droits de la presse. Elles peuvent être commises par toute personne, la condition étant, en réalité, le caractère public de la diffamation, de l'injure ou autre. Alors, par exemple, le délit d'outrage au président de la République, héritier du délit d'outrage au roi, autrefois prévu par l'article 26 de la loi de 1880, donc au sein de ce chapitre, ce délit pouvait être reproché à un simple passant, sans lien avec une entreprise de presse, parce qu'il avait arboré publiquement une pancarte sur laquelle était écrite « Casse-toi, pauvre con », célèbre expression présidentielle, et ce, à l'occasion justement du passage du cortège du dit président, c'est-à-dire publiquement. Notons juste que ce délit a depuis été abrogé suite à la décision rendue par la Cour européenne des droits de l'homme dans cette affaire, le 14 mars 2013. Elle y a vu une restriction trop importante à la liberté d'expression. L'anecdote étant rappelée, ces infractions ne sont donc pas réservées aux droits de la presse, mais du fait de leur contour, elles trouvent en cette matière une application tout à fait naturelle, du fait de la publicité inhérente aux droits de la presse, du fait de sa publication. Il n'est donc pas surprenant de les retrouver au sein de cette grande loi. À l'évidence, le dessinateur de presse ne pouvait ignorer ces infractions et se devait de respecter les limites ainsi fixées. Il doit d'autant plus les respecter que la loi, elle, n'ignore pas la possibilité de commettre ces infractions à travers le dessin. Elle indique en effet que les infractions ainsi définies peuvent être commises notamment par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit. L'on retrouve ainsi une palette assez large, embrassant les différents modes d'expression du dessinateur de presse. Visé spécifiquement, mais visé notamment, le dessinateur de presse doit donc, dans l'exercice de la liberté qui lui est garantie, respecter les limites ainsi dressées, en s'abstenant d'adopter les comportements prohibés. Alors pour esquisser rapidement quelques-uns de ces différents comportements, pénalement sanctionnés, on peut distinguer, c'est assez classique, entre les infractions commises contre les personnes et les hypothèses de provocation. S'agissant donc en premier lieu des infractions contre les personnes, l'on retrouve ces deux infractions les plus connues, car les plus souvent commises, la diffamation et l'injure, que l'on rassemble sous les atteintes à l'honneur, punies l'une comme l'autre d'une amende de 12 000 €. Alors ces peines peuvent être aggravées selon la personne visée, notamment s'il s'agit d'un corps particulier, ou selon le contenu du propos injurieux ou diffamatoire, notamment lorsque l'infraction revêt un caractère discriminatoire. Assez simplement, la distinction entre ces deux comportements est posée par l'article 29 de la loi de 1881. La diffamation est l'allégation ou l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé. L'injure publique, elle, est une expression outrageante des termes de mépris ou une invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait. La différence tient donc à l'imputation ou non d'un fait, et le point commun reste l'atteinte à l'honneur. Mais cette différence a une conséquence importante, un moyen d'exonération dont dispose le dessinateur de presse d'un dessin vu comme diffamatoire, mais dont ne dispose pas l'auteur d'un dessin injurieux. En effet, selon l'article 35 de la loi de 1881,
La diffamation est écartée si la preuve de la véracité des faits allégués est rapportée, ce qu'on appelle l'exceptio veritatis. Cette cause d'exonération, qui voit ses limites abattues une à une par le Conseil constitutionnel, cette cause d'exonération est somme toute assez logique. L'imputation d'un fait réel, avéré, ne saurait être répréhensible, y compris lorsque ce fait porte atteinte à l'honneur. La seule limite tient en réalité aujourd'hui à la vie privée, hypothèse dans laquelle l'auteur du dessein ne pourra rapporter la preuve de la véracité des faits allégués, sous réserve que l'on soit encore aujourd'hui capable de distinguer ce qui relève de la vie privée et ce qui relève de la vie publique. A l'inverse, des propos injurieux ou méprisants ne peuvent se justifier, car ce n'est pas le caractère mensonger qui est en cause, mais l'outrage, le mépris. Fût-il fondé sur une information vraie, le propos est injurieux et il reste répréhensible car la véracité de l'information n'écarte pas l'atteinte à l'honneur portée par l'injure. On comprend cette distinction. L'imputation d'un fait renvoie à la liberté d'expression, mais aussi à la liberté d'information, liberté qui doit être garantie sous réserve que l'information soit vraie. En revanche, l'injure n'est pas une information. Cette distinction a judiciairement une conséquence importante dans l'appréciation de la réalité de l'infraction. Le débat sur la diffamation porte souvent sur l'appréciation de l'imputation de faits réels ou non. Le débat sur l'injure porte plus souvent sur l'appréciation de l'atteinte à l'honneur ou non. Courantes en matière de presse, ces infractions peuvent également être commises à l'occasion d'un dessein. Et la Cour de cassation, comme on l'a rappelé, a admis depuis longtemps l'existence d'une infraction de diffamation par le dessein, en l'occurrence dans le fait de publier le croquis d'un homme politique, comme cela nous a été tout à l'heure présenté. Néanmoins, la diffamation par l'image, par le dessin, trouve rapidement sa limite, car il est nécessaire que les imputations ou allégations portent sur des faits suffisamment précis pour pouvoir être prouvés. Il est donc souvent nécessaire que le dessin soit précisé par une légende, par un commentaire, pour comprendre avec exactitude quel est le fait imputé. À défaut, le dessin est trop souvent imprécis pour caractériser une diffamation. Un tel défaut ne se retrouve pas en matière d'injure, où un dessein peut se suffire à lui-même pour être outrageant ou méprisant. La limite apportée à la liberté d'expression prend alors tout son sens. Le dessinateur de presse ne peut, au nom de la liberté d'expression, injurier une personne ou un groupe de personnes. Ainsi, lorsque le dessin est ouvertement injurieux et ne prétend à aucune dimension humoristique, il n'est pas très difficile de caractériser une injure. En revanche, lorsqu'il s'agit d'une caricature ou d'un dessin humoristique, l'appréciation est plus délicate au regard de la latitude laissée par les juges au nom d'un droit de satire. Il s'agit donc d'une appréciation au cas par cas qui n'est peut-être pas satisfaisante, mais qui est inévitable. Il s'agit de protéger deux intérêts contradictoires, d'un côté la liberté d'expression, de l'autre l'honneur d'une personne ou d'un groupe de personnes. Surtout, en ce qu'il s'agit d'honneur, de sentiment donc, l'appréciation est nécessairement subjective. Il est néanmoins des hypothèses où cette atteinte à l'honneur et à la considération peut être appréciée de façon plus abstraite, plus objective. Ainsi, le fait de représenter une personne, quelle qu'elle soit, le fait de la représenter comme un dessin est plus explicite que mille discours, le fait d'une telle représentation, quelle que soit la personne qui est visée, peut être vu comme une atteinte à l'honneur de la personne visée. C'est du moins le raisonnement tenu par les juges d'instruction qui ont choisi de mettre en examen le dessinateur Charb, ainsi que Rémy Pfimelin, pour injure publique envers un particulier dans le cadre d'une émission télévisée. Et c'est d'ailleurs parce que le dessin a été diffusé à l'occasion d'une émission télévisée que Rémy Pfimelin a été mis en examen. Charb, lui, n'est poursuivi qu'au titre de la complicité, eu égard aux règles particulières relatives à la responsabilité. Changé, hein. Dans d'autres hypothèses, l'atteinte portée à l'honneur ou à la considération pourrait être vue comme moins tangible, notamment lorsque l'injure ne vise plus une personne, mais un groupe de personnes, notamment des représentants de l'administration publique. Ainsi, on peut s'interroger sur le fait de savoir si la représentation d'un policier affublé d'un nez de cochon peut être constitutive du délit d'injure envers une administration publique. C'est pourtant ce dessin, réalisé pour la couverture d'un ouvrage, Vos papiers, qui a donné lieu à la condamnation en 2007 de son auteur pour complicité du délit d'injure, complicité toujours au regard des règles spécifiques en matière de presse. Alors on pourrait multiplier les exemples, mais l'on se confronterait toujours à cette même question, à la même difficulté tenant au fait de savoir si, oui ou non, l'honneur de la personne a été atteint,
à la question de savoir si l'honneur peut être à géométrie variable, certains devant être plus protégés que d'autres. Une telle difficulté ne se retrouve pas lorsque l'atteinte n'est plus portée à l'honneur d'une ou de plusieurs personnes, mais lorsqu'elle porte sur des valeurs admises par l'ensemble du corps social, que le dessein de presse viendrait alors provoquer. S'agissant donc en second lieu des hypothèses de provocation, on peut en distinguer deux qui en réalité ne s'appuient pas sur le même sens du terme provocation. La première hypothèse, connue, renvoie à l'idée de la provocation à l'infraction, qui est appréhendée assez classiquement sous l'angle de la complicité. La seconde hypothèse, elle, viserait plutôt un dessein provoquant, qui ferait l'apologie d'un crime sans pour autant avoir encouragé sa commission. Alors, concernant d'une part la provocation à l'infraction, l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit que sera puni comme le complice d'une infraction commise celui qui aura, par les moyens énoncés, notamment au moyen d'un dessein de presse, celui qui aura directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre cette infraction. Vous le disiez, il n'y a rien de spécifique. L'hypothèse est l'équivalent de l'article 121.7 du Code pénal relatif à la complicité, qui vise notamment la personne qui aura provoqué une infraction. L'article 24 de la loi est lui plus intéressant, en ce qu'il vient spécifiquement incriminer la provocation pour elle-même, lorsqu'elle n'a pas été suivie des faits, car si elle a été suivie des faits, on retrouve alors l'hypothèse de la complicité. Sont ainsi punis de 5 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende les provocations à commettre certaines infractions violentes graves, ainsi que les provocations aux actes de terrorisme. Sont par ailleurs punis d'une peine d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait d'avoir provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence pour un motif discriminatoire. Alors pour cette seconde série de faits, les peines sont plus légères, 1 an au lieu de 5, sans doute pour tenir compte de la moindre gravité des faits que le dessinateur de presse aurait cherché sans réussir à provoquer. Sans atténuer leur caractère blâmable, il faut reconnaître que les faits de discrimination présentent a priori une gravité moindre que l'atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique. Au-delà de cette moindre gravité, on observe surtout que les faits en cause sont aussi plus difficiles à apprécier sans que cela explique les peines plus légères. Dès lors, s'il est plus difficile d'apprécier la discrimination ou la haine par rapport à des faits de violence, il est d'autant plus difficile d'apprécier la provocation à la discrimination ou à la haine par rapport à la provocation à la violence. La difficulté prend un sens tout particulier lorsqu'il s'agit d'apprécier, de distinguer ce qui relève de la provocation incriminée, ce qui relève de l'autre côté de la provocation au titre de la caricature, de la satire, qui, elle, est protégée par la liberté d'expression du dessinateur de presse. La frontière est assez mince, assez ténue, difficile à apprécier, et cela crée un flou législatif dont certains ont cru pouvoir bénéficier. Les actions sur ce fondement se sont multipliées, et on a rappelé justement les plaintes déposées pour provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale, nationale et religieuse contre le journal Charlie Hebdo suite à la publication des caricatures de Mahomet, plaintes qui ont été classées sans suite. La difficulté prend également un sens tout particulier lorsqu'il s'agit d'envisager non plus seulement la punition de la provocation, mais aussi la prévention de la réalisation des effets prétendument recherchés. Le professeur Dubreuil nous rappelait que dans un système répressif, mais il existe certaines actions préventives, et la question ne semble pas infondée. Peut-on empêcher la publication d'un dessin de presse qui risquerait de provoquer à la haine fondée sur des motifs discriminatoires, comme l'on peut empêcher un spectacle à la prétendue dimension humoristique plus que douteuse? Les hypothèses sont bien sûr différentes. Il n'est pas possible de prendre un arrêté préfectoral contre un dessin de presse. Mais l'on voit ici les limites liées à la prévention des comportements appelant à la discrimination ou à la haine. Et ce sont ces mêmes limites que l'on retrouve également lorsque, au-delà de la provocation incitative, le dessin de presse serait en lui-même provoquant. Concernant donc d'autre part le dessin provoquant, toute provocation, au second sens du terme, n'est pas prohibée. Le législateur a, en 1881 et pendant de très nombreuses années, été prudent sur ce point pour ne pas introduire ce qui pourrait être vu comme un délit d'opinion. Cela étant, suite notamment à l'atrocité des faits commis pendant la Seconde Guerre mondiale, il est désormais des opinions condamnables dont le législateur érige la publication en infraction. L'article 24 de la loi de 1881 vient ainsi punir de 5 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende l'apologie de certains crimes graves, ainsi que l'apologie des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des crimes de collaboration avec l'ennemi.
L'article 24 bis, pour sa part, punit d'1 an et de 45 000 € d'amende toute publication d'un dessin de presse ou autre, niant l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité. C'est ce qu'on appelle le délit de négationnisme. Enfin, l'article 24 de la loi de 1881 punit de 5 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende l'apologie du terrorisme. L'apologie serait alors une provocation aux valeurs de la société commise à l'occasion d'un dessin de presse, et c'est ce comportement qui a été reproché à Denis Leroy, dit Gesmer. Ce dernier a été condamné à 1 500 € d'amende pour complicité d'apologie du terrorisme, toujours complicité au titre des règles particulières, pour la publication de ce dessin le 13 septembre 2001, représentant, vous le devinez, les attentats du World Trade Center, avec cette légende: nous en avions tous rêvé, le Hamas l'a fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la Cour d'appel de Pau, dans cette affaire, a considéré que ce dessin faisait une allusion directe aux attaques massives dont Manhattan a été le théâtre, en attribuant ces événements à une organisation terroriste notoire et en idéalisant ce funeste projet par l'utilisation du verbe rêver, donnant une valorisation non équivoque à un acte de mort. La Cour d'appel de Pau poursuit et considère que le dessinateur justifie le recours au terrorisme, adhérant par l'emploi de la première personne du pluriel, nous, à ce moyen de destruction présenté comme l'aboutissement d'un rêve et encourageant en définitive indirectement le lecteur potentiel à apprécier de façon positive la réussite d'un fait criminel. Vous voyez, les termes utilisés par la Cour sont assez éloquents. Saisie de cette question, la Cour européenne des droits de l'homme, le 2 octobre 2008, n'y a vu aucune méconnaissance de l'article 10 de la Convention. Elle observe que le dessin avait été publié 2 jours seulement après les attentats et qu'aucune précaution de langage n'avait été prise. De plus, la Cour européenne prête attention à l'impact d'un tel message dans une région politiquement sensible, à savoir le Pays basque, la diffusion ayant entraîné de nombreuses réactions, ce qui a démontré son impact sur l'ordre public. Ces références temporelles et spatiales pourraient alors renvoyer à une certaine relativité de la liberté d'expression et par là même de ses limites, en fonction du moment, de la proximité de certains faits ou en fonction du lieu. Néanmoins, cette relativité tient sans doute plus au contenu du dessin et à la relativité de son caractère comique. Il ne faut pas oublier qu'au-delà du seul dessin, certains faits, certaines provocations sont condamnables à Nantes comme à Orléans, quelle que soit la salle de spectacle. La relativité de la liberté d'expression ne tient donc pas nécessairement au lieu, à l'époque, même si ces facteurs viennent influencer le juge lorsqu'il vient déterminer, face à un mur, ce qui doit être interdit. En matière de dessin, et particulièrement de caricature, car à travers ces quelques exemples, vous avez bien pu voir qu'il s'agit surtout de caricatures ou de dessins satiriques. Plus largement, s'agissant de l'humour et de la liberté d'expression, tout pourrait presque se résumer à une question: était-ce drôle ? Après ce tableau à grands traits, il est donc évident que l'infraction pénale est une limite à la liberté d'expression du dessinateur de presse, une frontière. Et cette frontière peut être aisément esquissée, tant elle semble n'être souvent que la reproduction d'une autre frontière, celle de l'humour. Je vous remercie.